Alors qu'on pourrait considérer Paris comme juste une capitale, un centre administratif du pays, on ne peut que constater la place qu'elle prend dans le paysage français. Cette place n'est pas nouvelle, tout commence au Moyen Âge. À cette époque, la France n'est pas encore unifiée. On peut d'ailleurs à peine parler de France tant les différences sont importantes. Et au milieu, il y a Paris. Une grande ville, certes, mais surtout une ville royale. Les rois francs et capétiens y ont déjà installé le pouvoir politique, autour de l'île de la Cité, du palais de la Conciergerie et plus tard du Louvre. Elle ne sera pas encore la capitale incontestée et perd d'ailleurs plusieurs fois ce statut, mais capitale tout de même. Paris devient la ville du roi, donc la ville du pouvoir. C'est là qu'on rend la justice, qu'on collecte les impôts, qu'on administre le royaume. Et c'est aussi là que naît une tradition, celle de concentrer les décisions au même endroit. Sous l'Ancien Régime, cette logique se renforce. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, Paris devient le cœur administratif du royaume. Autour de la monarchie, tout s'organise. Les ministres, les intendants, les académies, les tribunaux. Et même quand le roi s'installe à Versailles, à quelques kilomètres, tout reste dans l'orbite parisienne. Mais c'est avec la Révolution française que cette centralisation purement pratique prend une dimension politique. Au départ, en 1789, la Révolution se veut décentralisée. Des clubs, des assemblées locales, des municipalités s'organisent partout dans le pays. On discute, on débat, on vote dans les villages et dans les villes. La France découvre un embryon de démocratie à l'échelle locale. On crée même à cette occasion les départements et communes qui n'ont que peu évolué depuis. Mais très vite, la situation se tend. Des divisions apparaissent entre les Girondins, partisans d'une république décentralisée, et les montagnards, plus centralisateurs. Et c'est à partir de 1793 que les montagnards triomphent. C'est le début du jacobinisme, une république une et indivisible, dirigée depuis Paris. Le centre décide, les autres appliquent. La centralisation devient une valeur politique, presque une garantie d'unité nationale. Puis vient Napoléon, et là, on entre dans une nouvelle phase de centralisation. Napoléon, alors premier consul, veut un État fort, organisé et hiérarchisé. Il crée la figure du préfet. Ils sont les représentants directs du gouvernement dans chaque département. Un préfet qui ne dépend pas du peuple local, mais de Paris. C'est l'époque où l'administration française prend sa forme moderne, verticale, méthodique et concentrée. Et cette organisation, on la retrouve encore aujourd'hui. Chaque recteur d'académie, chaque directeur d'agence régionale, chaque haut fonctionnaire dépend, à un moment ou un autre, d'une autorité parisienne. Même la Troisième République, qui aurait pu tout changer, renonce à décentraliser vraiment. La Commune de Paris, en 1871, faisait peur. Cette insurrection ouvrière et populaire, réprimée dans le sang, marque durablement les esprits. Trop d'autonomie locale, pense-t-on, mène au chaos. Alors on garde un État central fort pour éviter la division. Et c'est ainsi que depuis plus de 2 siècles, la France reste fidèle à ce modèle. Le pouvoir se trouve à Paris et nulle part ailleurs. 200 ans plus tard, Paris reste la tête de tout. Le centre politique, bien sûr, les ministères, le Parlement, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et tant d'autres, tout est concentré dans quelques kilomètres carrés. Mais Paris, c'est aussi le cœur économique. La majorité des grandes entreprises françaises ont leur siège en Île-de-France. Les sièges de banques, des médias, des multinationales sont presque tous dans le même périmètre. La Défense, le 8e arrondissement, Boulogne, ici les Moulineaux. Cette concentration crée un écart. Le PIB par habitant de la région parisienne est environ 2 fois supérieur à celui de certaines régions de province. C'est pareil pour la culture et l'éducation. Les grandes écoles, Sciences Po, Polytechnique, la Sorbonne, l'ENS, HEC, sont toutes autour de Paris. Le résultat, les étudiants de tout le pays s'y précipitent. Et souvent, ils y restent. Les talents montent à Paris, mais ne redescendent pas nécessairement.
Même le réseau ferroviaire illustre ce déséquilibre. Regardez une carte du TGV. Tout part de Paris et tout y revient. Pour aller de Lyon à Bordeaux ou de Toulouse à Nice, il faut presque toujours repasser par la capitale. C'est ce qu'on appelle un modèle en étoile. Pratique pour Paris, mais frustrant pour les autres. Il y a aussi le symbole, les grands événements nationaux, les manifestations, les commémorations, les grandes annonces. Tout se passe à Paris. C'est la scène du pays, le décor où la France se regarde. Alors, forcément, cette concentration a un prix. Elle crée une fracture entre Paris et le reste du pays. Une forme de rivalité, parfois de ressentiment. Pour beaucoup d'habitants des autres régions, Paris est perçu comme une bulle. Pour beaucoup d'habitants des autres régions, Paris est perçu comme une bulle. Une ville riche, déconnectée, peut-être même arrogante. Un endroit où les décisions se prennent sans connaître la réalité extérieure. Et cette impression, elle s'est accentuée ces dernières années. On l'a vu pendant des mouvements sociaux comme celui des Gilets jaunes, où la colère venait largement des territoires éloignés de la capitale. Derrière cette colère, il y avait aussi cette idée. Paris ne nous écoute pas. Paris ne nous comprend pas. Mais attention, la question n'est pas seulement Paris contre la province, c'est aussi un déséquilibre historique entre un centre et ses marges. Un modèle où les métropoles régionales, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et j'en passe, restent dans l'ombre du centre. Le découpage régional de 2015 aurait pu corriger cela. En fusionnant certaines régions, l'État voulait créer des pôles plus forts. Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Occitanie. Mais dans les faits, Paris n'a pas perdu de son pouvoir. Ce sont surtout les villes moyennes entre les grandes métropoles qui ont encore perdu de l'importance. Il existe bien des mécanismes de solidarité financière entre l'Île-de-France et les autres régions, mais ils peinent à compenser les écarts de richesse. Le cœur reste puissant, les membres restent fragiles. Si on regarde ailleurs, la France fait figure d'exception. Aux États-Unis, Washington est une capitale politique, mais elle ne concentre ni la richesse, ni la culture, ni la population. New York, Los Angeles ou Chicago ont chacune leur poids. Et même au Japon, Tokyo, pourtant tentaculaire, partage une partie conséquente du pouvoir économique avec Osaka et Kyoto. La France, elle, reste centralisée à un niveau presque unique dans le monde. C'est ce que les géographes appellent une macrocéphalie urbaine. Un pays dont la tête est trop grosse pour son corps. Et cette tête, chez nous, c'est Paris. Alors, pourquoi garde-t-on ce modèle? D'abord parce qu'il est profondément ancré dans la culture politique française. On est un pays jacobin, habitué à penser que l'unité du territoire passe par un centre fort. C'est une idée héritée de la Révolution, de Napoléon, de la République. Une seule loi, un seul État, un seul pouvoir. Ensuite, il faut dire que cette configuration est bien pratique. Gouverner depuis un centre unique, c'est plus simple. Moins de coordination, plus d'efficacité apparente. Mais cette simplicité a un coût. Elle uniformise le pays. Elle écrase les différences locales, les initiatives régionales. Enfin, il y a la peur de la fragmentation. La France est un pays de forte identité, bretonne, corse, basque, occitane, alsacienne et j'en passe, sans même parler des territoires ultramarins où ces différences sont encore plus marquées. La centralisation a longtemps été vue comme une garantie contre le séparatisme. Mais aujourd'hui, cette peur semble de moins en moins justifiée. Les revendications locales ne demandent plus la séparation, mais la reconnaissance. Une autonomie culturelle, linguistique, parfois économique, mais rarement une indépendance politique totale. Depuis les années 1980, un mouvement lent de décentralisation s'est engagé. Les lois de fer ont donné plus de pouvoir aux régions et aux départements. Les intercommunalités et les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, ont permis à certaines communes de s'unir pour peser davantage, notamment dans les espaces plus ruraux. Et la Constitution de la Ve République, dans son premier article, affirme désormais que l'organisation de la République est décentralisée. Mais dans la réalité, beaucoup de décisions restent prises à Paris.
Les marges de manœuvre locales restent faibles et la confiance entre l'État central et les territoires est souvent fragile. Pourtant, une autre voie existe, celle d'un État régional, à l'image de l'Espagne par exemple, ou dans une certaine mesure du Royaume-Uni. Un modèle où chaque région dispose d'une autonomie réelle, sans rompre avec l'unité nationale, sans devenir un État strictement fédéral. Un entre-deux est de plus en plus plébiscité par la société civile française. En réalité, la France fait déjà un peu exception en Europe de l'Ouest, puisqu'en dehors de la France, seul le Portugal est encore strictement unitaire dans cet espace géographique. Ce serait aussi une manière d'apaiser les tensions, de redonner du sens à la diversité territoriale et d'éviter cette impression persistante que tout se décide ailleurs.